Ce cratère de 9 mètres de profondeur dans le camp d'Al-Mawassi. Le camp d'Al-Mawassi, c'est un camp de réfugiés. Je rappelle que les réfugiés internes, les déplacés donc gazaouis, le sont sous injonction de l'armée israélienne qui leur demande de se déplacer. La plupart de ce million de Gazaouis qui habitent dans ce sanctuaire, dans des tentes qui se touchent, parfois avec une densité humaine extrêmement importante, ce sont des réfugiés de Gaza City du Nord qui ont été déplacés de nombreuses fois, mais qui ont été initialement déplacés au début de l'offensive israélienne. Je viens de m'entretenir avec le chef de la sécurité d'une grande organisation internationale que je connais depuis de nombreuses années, qui a fait de nombreux conflits. Il m'a parlé de ces frappes cette nuit, les 3 bombes qui ont frappé cette partie du camp d'Al-Mawassi. Il n'a jamais vu, ce sont ses mots. On voit l'ampleur de la frappe avec ce cratère qui parle de lui-même. Voilà, c'est une zone densément peuplée où les tentes sont toutes collées les unes aux autres. 1 million de personnes qui sont réfugiées là, et cette bombe sans avertissement, puisque l'armée israélienne souvent envoie des avertissements, sans avertissement pour frapper. On voit la puissance. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a de nombreux corps qu'on n'a pas retrouvés. Donc il parlait de cette disproportion qu'il vit lui-même de plus en plus mal, disproportion de force pour évidemment frapper. Ce que dit l'armée israélienne des cadres du Hamas, notamment Samir Kader Ismail Abu Daka, qui est le chef des brigades aériennes de la branche armée du Hamas, donc l'un des responsables de l'attaque du 7 octobre du Hamas sur le sud d'Israël, qui aurait été visé avec 2 autres cadres du Hamas. Mais évidemment, c'est narratif contre narratif. La dernière frappe contre Al-Mawassi date de juillet. C'était Mohamed Deyef, l'homme le plus recherché par Israël, qui est le chef des brigades des Ezzedine al-Qassam, la branche militaire du Hamas, qui a été supposément tué. C'est un homme dont on a peu d'informations, on ne sait pas encore s'il est vivant. Il y avait eu 90 morts au même endroit déjà en juillet, et quelques jours après 16 morts sur une bombe dans cet endroit. Donc on voit la disproportion, le martyre que vivent ces habitants. Et pour aller un peu plus loin, je vous propose d'écouter Rami Abou Djamous, qui notre voix évidemment à Gaza. Il habite tout près de cet endroit, près de Khan Younes. Donc je vous propose de l'écouter. Ce sont un témoignage qu'on a enregistré il y a quelques instants. Le sud-ouest de la ville de Khan Younes, juste à côté de l'hôpital de campagne britannique. Justement, l'hôpital a été installé là parce que c'est considéré toujours comme une zone sécuritaire et humanitaire. Cette frappe-là, il y avait à peu près 3 grandes bombes parce qu'on trouve sur place 3 cratères, grands cratères sur le terrain. Ce sol, c'est un sol sableux et c'est pour ça qu'il y a plusieurs familles qui ont été enterrées. Les tentes, ils étaient enterrés et jusqu'à présent, on parle de beaucoup plus de 40 victimes et des dizaines de blessés. Malheureusement, les secours ils sont toujours en place parce que c'était déjà la nuit, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de matériel suffisant pour secourir les gens et surtout sur cet endroit-là, on ne peut pas rentrer en voiture avec les véhicules des ambulances ou de la défense civile. Et c'est pour ça ça continue jusqu'à présent. Ils cherchent toujours sous des camps, pas des camps, mais plutôt les sables et les tentes pour trouver toujours des vivants. Cet endroit-là, ce n'est pas malheureusement la première fois que ça a été bombardé de cette façon. Ils disent que c'est toujours cette zone humanitaire, mais malheureusement, cette zone humanitaire a été bombardée plusieurs fois. Il y a eu plusieurs dizaines de victimes, de morts et de blessés. Voilà, une frappe et des réactions. On vous donnait celle des Turcs tout à l'heure qui parle de génocide commis par les Israéliens. À l'instant, le chef de la diplomatie britannique juge, je le cite, choquantes les frappes israéliennes sur Khan Younes. Cyril, un mot peut-être de ces frappes qui interviennent alors qu'on continue de négocier. Ça fait évidemment des mois, ça piétine. Les Américains disent on y est presque. Où est-ce qu'on en est ? On est très loin d'être presque. C'est vraiment, il y a beaucoup trop de prérequis des 2 parties pour arriver à une finalisation de ces négociations. Je rappelle que la dernière trêve, le dernier cessez-le-feu a eu lieu en novembre dernier avec la libération de quelques otages et surtout il y a un cessez-le-feu d'une seule semaine. Donc c'est extrêmement compliqué sur le terrain et effectivement il y avait une grosse pression américaine, pour arriver à cette trêve. Je rappelle que la poliomyélite est revenue à Gaza. Donc il y avait vraiment une injonction très importante de la part de la communauté internationale pour au moins obtenir une trêve, une pause humanitaire pour tenter de vacciner. Cette grande campagne de vaccination qui va toucher quand même 600 000 enfants à Gaza a lieu tout de même sous les bombardements. Mais sur le plan des négociations, on est vraiment au point mort puisque la position de
Benjamin Netanyahou du côté israélien est absolument irréconciliable avec celle du chef qui se cache, Yahya Sinwar, le chef du Hamas, qui se cache dans des tunnels, et il n'y a plus vraiment de plateforme de négociation. Alors après, dans le détail, c'est là que le diable se cache. Évidemment, on parle du corridor de Philadelphie, ces zones tampons qui jouxtent la frontière avec l'Égypte. C'est un corridor de 14 km de long sur 100 mètres de large. L'armée israélienne ne veut pas se retirer. Le Hamas, pour lui, c'est un prérequis. Cela envenime aussi les relations avec l'Égypte, qui, en vertu des accords de paix de 1979, ne devait pas voir de présence israélienne sur le territoire. Mais ce n'est pas que ça. On parle beaucoup du corridor de Philadelphie. Il y a aussi le corridor de Netzarim qui, lui, sépare au milieu de la bande de Gaza sud et nord de Gaza. La nature aussi des prisonniers palestiniens qui seraient libérables. Le nombre d'otages aussi israéliens qui seraient libérables. Bref, effectivement, cela fait des mois que l'on tente d'obtenir une trêve. Mais il y a aussi, pour finir, les conditions électorales aux États-Unis. Et on sait que Benjamin Netanyahou, qui était lui-même en juillet à Washington, a rencontré sans doute son meilleur allié américain, Donald Trump, qu'il espère pouvoir arriver au retour aux affaires en novembre. Mais en tout cas, il ne fera pas le cadeau à l'administration Biden d'avoir une trêve en ce moment avant les élections. C'est aussi ça l'implication politique du conflit au Proche-Orient.